On pense l'argent comme quelque chose qui relève de la physique, avec ses règles et ses lois, mais en réalité, ça relève plutôt de la psychologie, avec ses émotions et ses nuances. C'est la thèse d'un auteur qui s'appelle Morgan Housel, ça fait un peu allemand de dire ça, Morgan Housel, ouais, ça fait trop français, on va l'appeler Morgan. Et Morgan, il a écrit un bouquin qui s'appelle La psychologie de l'argent, et qui est un des meilleurs bouquins que j'ai lu ces dernières années, toutes catégories confondues. Et donc dans cette vidéo, je voudrais tout simplement t'en faire un résumé, chapitre par chapitre, avec 20 leçons pour s'enrichir et rester riche. C'est un bouquin qui est très pratique, qui va t'aider dans ta vie financière, mais je trouve qu'on peut aussi l'appliquer dans plein d'autres domaines de sa vie, comme sa carrière, son couple ou sa santé. Juste avant de commencer, je te propose de télécharger mes notes de lecture, 19 pages avec les meilleurs extraits, mes notes, tout qui est classé par leçon, par chapitre. Donc voilà, évidemment ça remplace pas la lecture du bouquin, mais ça peut t'aider à le digérer rapidement et à garder les bons conseils sous la main pour les moments où tu en as besoin. Pour télécharger cette fiche, c'est simple, tu cliques sur le premier lien en description, tu entres ton email et je t'envoie ça tout de suite. Alors, notre Morgan, il commence en expliquant qu'on est tous affectés par deux sujets, c'est la santé et l'argent. Et que bizarrement, dans la santé, on a fait des progrès qui sont immenses, l'espérance de vie a drastiquement augmenté, mais finalement pas vraiment dans le domaine de l'argent. L'auteur explique que ces 20 dernières années, la finance a attiré les plus brillants esprits sortis des plus grandes universités, mais que malgré tout ça, ça n'a pas fait de nous des meilleurs investisseurs. On est devenus de meilleurs cultivateurs, de meilleurs plombiers, de meilleurs chimistes, et pourtant, on a toujours autant de mal à gérer notre argent, à éviter de sombrer dans la dette, à épargner, et à prendre les bonnes décisions pour notre bonheur. Et donc contrairement à ces sciences dures qu'on est finalement capable de maîtriser, de mettre à notre service, l'argent c'est beaucoup plus subtil parce que c'est un problème de psychologie. La première leçon du bouquin, c'est que nos vécus font nos croyances. L'auteur commence par expliquer que nos expériences financières personnelles et notre éducation font 80% de notre compréhension du monde et pourtant elles représentent une toute petite partie de ce qui se passe vraiment. Par exemple, si vous avez grandi à une époque de forte hausse des prix, vous aurez moins tendance à investir dans les obligations que quelqu'un qui n'a connu qu'une faible inflation. Par exemple, selon l'époque où tu es né, tu auras beaucoup plus de facilité à investir en bourse ou pas parce que de ton vivant, en fait, tu auras eu une expérience qui aura été complètement différente. Et l'auteur le montre très bien avec ce graphique qui est impressionnant et qui montre la différence de l'évolution des marchés boursiers entre quelqu'un qui est né en 1950 et quelqu'un qui est né en 1970. Pour quelqu'un qui est né en 1950, c'est évident que les marchés boursiers, ça n'a jamais été la folie, donc c'est quelqu'un qui sera plutôt réticent à investir en bourse parce qu'il n'a jamais vraiment connu de hausse, mais au contraire, quelqu'un qui est né en 1970, la bourse a été un levier d'enrichissement phénoménal, et donc c'est quelqu'un forcément qui, de par son expérience, va davantage croire en la bourse. Et donc ce que l'auteur explique, c'est que finalement, on prend rarement nos décisions financières devant un tableur Excel. C'est plutôt des décisions qu'on va prendre à la table du dîner ou lors d'une réunion entre collègues, des endroits où notre histoire personnelle, notre vision du monde qui n'appartient qu'à nous, notre ego, notre fierté et d'étranges motivations s'entremêlent pour former un récit qui a du sens à nos yeux. La deuxième leçon, c'est d'être capable de bien comprendre le rôle de la chance. Alors, on sait tous que la chance joue un rôle dans le succès, mais on n'ose pas toujours attribuer le succès des autres à la chance. Si c'est mon voisin qui se plante, on va considérer que c'est parce qu'il a pris de mauvaises décisions, mais si c'est moi qui me plante, on va se dire simplement qu'on a pris un risque. Et donc l'histoire souvent est écrite en fonction de qui a gagné, qui a perdu, et donc on va en tirer des conclusions qui parfois sont faussées. Par exemple, un entrepreneur qui réussit en contournant certaines lois, il va être vu comme un visionnaire qui se laisse pas arrêter par les obstacles, mais en fait c'est un risque énorme qu'il a pris et en contournant ces lois, son entreprise aurait pu être démantelée, il aurait pu finir en prison, il aurait pu devenir un échec public. Et en fait c'est là que la chance vient jouer un rôle. La frontière entre audace et impuissance, elle est mince. Par exemple, on peut vanter la clairvoyance de Mark Zuckerberg qui a refusé de céder Facebook à Yahoo pour $1 milliard en 2006. On peut dire qu'il a eu du flair, qu'il est resté campé sur ses positions, mais on critique Yahoo d'avoir refusé l'offre faramineuse de rachat de la part de Microsoft en disant qu'ils auraient dit accepter quand il valait quelque chose. Mais en réalité, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ça en tant qu'entrepreneur? En fait, il est quasiment impossible d'en tirer parce que on peut pas isoler le rôle qui ont joué le risque et la chance. Donc les cas particuliers nous donnent pas vraiment de leçon. Le mieux, c'est plutôt de regarder les grandes tendances et c'est important de réfléchir avant d'encenser ou de juger. Parfois, c'est juste un coup de chance ou un coup de malchance qui a été décisif pour la suite des événements. Attention aussi à ne pas s'inspirer des cas extrêmes, comme les milliardaires, les PDG de grosses boîtes qui font la une de l'actualité. Ces cas sont par définition extrêmes, c'est par définition des anomalies. Et en fait, plus la situation est extrême, plus il est probable qu'elle résulte d'un dosage disproportionné de chance ou de risque. Donc finalement, c'est assez peu applicable à notre cas
Et dans les décisions financières, mieux vaut chercher des modèles qui sont répandus, qui sont répliqués à grande échelle, plutôt que des situations, des histoires exceptionnelles qui finalement sont pas représentatives de la réalité. La troisième leçon, c'est de savoir quand c'est assez. Et ça, c'est une leçon qui m'a vraiment marqué, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a tous un petit peu du mal avec ça. Il prend l'exemple de Bernard Madoff. Bernard Madoff, il est connu pour avoir créé une des plus célèbres pyramides de Ponzi, une arnaque à grande échelle qui lui a rapporté des millions, puis qui l'a envoyé en prison. Ce que peu de gens savent finalement sur Bernard Madoff, c'est que c'était plus qu'un arnaqueur. C'était aussi un excellent homme d'affaires au succès phénoménal avant d'être un arnaqueur dans un domaine totalement légal. Et en fait, ses activités honnêtes, elles dégageaient entre 25 et 50 millions de chiffre d'affaires annuel. Il avait finalement déjà la fortune, le prestige, le pouvoir et la liberté, mais ça ne lui suffisait pas, il en voulait encore plus. Donc l'auteur nous met en garde et nous dit que rien ne justifie de risquer ce que vous possédez et dont vous avez besoin en vue d'obtenir quelque chose que vous ne possédez pas et dont vous n'avez pas besoin. Donc la compétence la plus difficile à acquérir dans le domaine financier, c'est d'apprendre à stopper l'inflation de ses désirs. C'est aussi la compétence la plus importante et c'est elle qui va te permettre de vraiment t'enrichir sur le long terme sans prendre des risques qui vont te faire tout perdre. L'auteur dit, il y a danger lorsque le fait d'avoir goûté au plus d'argent, plus de pouvoir, plus de prestige, démultiplie votre ambition au lieu de démultiplier votre satisfaction. Cela signifie que quand vous avancez d'un pas, vos espérances avancent de deux. Vous avez l'impression d'être à la traîne et que le seul moyen de rattraper votre retard est de prendre de plus en plus de risques. Le danger finalement, c'est la jalousie, c'est de jamais être capable de satisfaire de ce qu'on a et d'aller à un point de non-retour où on prend des risques qui vont en fait nous faire perdre tout ce qu'on a construit. La quatrième leçon, c'est l'effet multiplicateur. Comprendre la puissance de l'effet multiplicateur. Et là, il va prendre l'exemple de Warren Buffett. Tout le monde connaît Warren Buffett, un investisseur de génie. Mais finalement, Warren Buffett n'est pas devenu milliardaire parce qu'il a eu les meilleurs placements ou parce que c'est le meilleur investisseur. Il y a d'autres investisseurs qui avaient des meilleurs rendements que lui. C'est parce qu'il s'est lancé très jeune et qu'il a réussi à tenir sans prendre de trop gros risques, sans tout perdre, jusqu'à un âge très âgé. Et donc aujourd'hui, la fortune de Warren Buffett, elle s'élève à 84,5 milliards de dollars. Et sur ces 84,5 milliards de dollars, 84,2 ont été amassés après son 50e anniversaire. Et sur ces 84,2, 81,5, il les a gagnés après qu'il ait eu l'âge légal d'atteindre sa retraite, c'est-à-dire 65 ans. Donc ça, c'est difficile à concevoir, l'effet multiplicateur. Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de 10 ans. À 30 ans, il avait 1 million, ce qui correspond avec l'inflation à 9,3 millions de dollars. Donc c'est beaucoup, mais c'est encore extrêmement loin de la fortune qu'il a pu acquérir après. Et en fait, l'auteur nous explique que si Warren Buffett avait commencé à investir à 30 ans avec 25 000 dollars, le même retour sur investissement qu'il a généré dans la vraie vie, c'est-à-dire 22% par an, et qu'il avait décidé de prendre sa retraite à 60 ans, au lieu d'avoir 84 milliards de dollars, il aurait 11,9 millions de dollars aujourd'hui seulement, soit 99,9% de moins. Donc c'est le temps long qui a rendu Warren Buffett aussi riche. Son talent est de savoir investir, mais son secret est de savoir attendre. La cinquième leçon, c'est de savoir éviter les grosses pertes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi parce qu'on n'en parle pas tellement en fait dans les livres pour s'enrichir ou dans les livres sur l'argent. On nous parle de gagner, gagner, gagner et je pense que c'est ce qui obsède la plupart des gens et beaucoup d'entrepreneurs. Mais en réalité, ne pas perdre, c'est une compétence à part entière. L'auteur nous explique que c'est une chose de s'enrichir, c'en est une autre de le rester. Et que la réussite financière, c'est avant tout une question de survie. 40% des entreprises dont les résultats suffisent pour leur permettre d'entrer en bourse finissent par voir leur valeur dégringoler. Et le grand problème, c'est que savoir gagner de l'argent et savoir le garder, ça demande des compétences qui sont différentes. En gros, pour gagner de l'argent, il faut être capable de prendre des risques, de se montrer optimiste et de s'exposer. Pour le conserver, c'est exactement le contraire. Il faut faire preuve d'humilité, craindre à tout instant que ce que l'on a gagné nous soit repris. Il faut aussi cultiver une certaine sobriété et admettre qu'une partie de sa réussite est due au facteur chance, ce qui signifie qu'on ne peut espérer voir se répéter éternellement les succès passés. Donc l'auteur nous explique qu'il y a deux raisons pour lesquelles la mentalité de survie est si cruciale quand il est question d'argent. La première, évidente, c'est que rares sont les gains tellement faramineux qui valent la peine qu'on se ruine pour les obtenir. Et la seconde, moins intuitive, elle tient à l'effet multiplicateur qu'on a vu juste avant. Donc voici la liste de tous les dangers qui peuvent saper ton enrichissement au cours de ta vie, au cours de ta carrière.
L'endettement, le fait de tout vendre dans un excès de panique, le fait de salir sa réputation, le fait de rester bloqué sur une stratégie ou sur une mode passagère, le fait de dépendre de fonds extérieurs, le fait aussi bien sûr de se tuer à la tâche et de finir par démissionner ou par faire un burn-out ou par prendre sa retraite. Et ce qui fait vraiment la force d'un mec comme Warren Buffett, c'est qu'il a su éviter tout ça et donc qu'il a survécu très longtemps. Donc Morgan, il nous propose 3 grands principes. Le premier, c'est de devenir financièrement indestructible plutôt que de chercher les rendements maximaux et rester dans la course pour profiter de l'effet multiplicateur. En gros, c'est pas celui qui a les meilleurs rendements qui va gagner à la fin, c'est celui qui a une stratégie solide qui va tenir longtemps. Le deuxième principe, c'est de prévoir que nos plans ne vont pas forcément se passer comme prévu et donc d'avoir toujours une marge d'erreur en cas de danger. Et puis le troisième point, c'est d'être optimiste face à l'avenir et parano sur ce qui pourrait se trouver en travers du chemin. Donc savoir qu'à la fin, on va s'en sortir, mais être très sceptique sur ce qui va se passer d'ici là. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là parce que je pense qu'il s'applique aussi dans la vie, dans sa carrière, typiquement. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, exploser sur YouTube ou exploser dans ma thématique ou exploser en tant que vendeur de produits et disparaître finalement assez vite parce qu'ils se sont cramés en fait en voulant aller trop vite, en voulant en faire trop, en voulant en avoir trop et finalement ils se sont dégoûtés du métier, ils ont disparu. Donc je pense que c'est un vrai hack d'être capable de durer et d'avoir un système qui est suffisamment solide et suffisamment pardonnant pour qu'il puisse tenir avec toi pendant toute ta carrière. La 6e leçon, c'est de comprendre la longue traîne, le principe de la longue traîne. Alors pour comprendre ça, Morgan nous donne l'exemple du capital risque. Donc par exemple, un capital risqueur, un investisseur qui va investir dans des startups par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir dans énormément de petites startups à risque. La plupart vont mourir, mais quelques-unes vont réussir tellement bien que ça va rattraper en fait toutes les pertes de celles qui vont mourir. Par exemple, le fonds d'investissement Ventures a fait le calcul sur plus de 21 000 financements par capital risque réalisés entre 2004 et 2014. 65% se sont soldés par des pertes, 2,5% ont généré entre 10 et 20 fois la mise de départ, 1% ont généré entre 20 et 50 fois la mise de départ et 0,5% ont généré plus de 50 fois la mise de départ. Et c'est ce 0,5%, soit une centaine d'entreprises sur les 21 000 seulement, dont provient l'essentiel des rendements du secteur. Il donne aussi l'exemple d'Amazon, qui représente 6% du rendement du S&P 500, donc c'est les plus grosses entreprises cotées en bourse aux États-Unis. La croissance d'Amazon repose quasiment entièrement sur Prime et sur Amazon Web Services, donc le cloud d'Amazon, qui sont typiquement des événements de longue traîne, des petits sous-produits d'une compagnie qui a expérimenté des centaines de produits dont le Fire Phone ou les agences de voyage et plein d'autres produits qui n'ont pas du tout marché. Donc la leçon à en tirer, c'est qu'il faut avoir une capacité à multiplier les tentatives, à lancer le plat de pâtes contre le mur pour avoir des pâtes qui vont rester collées, c'est-à-dire pour avoir des succès parmi toutes les tentatives qu'on va essayer de faire et d'être aussi bien sûr à l'aise avec l'échec parce que dans ces tentatives qui vont avoir du succès, pour qu'elles marchent, il faut qu'il y en ait beaucoup et pour qu'il y en ait beaucoup, il y aura évidemment énormément de tentatives qui vont échouer. La 7e leçon, c'est que l'argent sert à être libre. Ça, évidemment, ça me parle énormément. Morgan explique que le bonheur, c'est sentir qu'on a la maîtrise de son existence. C'est la variable la plus largement partagée par les gens heureux selon les études, d'où l'importance d'avoir une marge de sécurité. C'est aussi ce qui nous donne de l'autonomie, ce qu'on appelle aussi la fuck you money, c'est-à-dire l'argent qui permet de dire fuck you, qui permet de dire non tout simplement quand on n'a pas envie de faire un truc. Quelqu'un te demande de faire quelque chose, va chier. Ton patron te les brise, va chier. C'est tout ce que j'ai à dire à qui que ce soit, quel que soit son niveau social. Donc en gros, ce que l'auteur nous explique, c'est que avoir ce matelas de sécurité, c'est ce qui va nous permettre, si on en a envie, si on en a besoin, de changer de job, de tester de nouvelles stratégies, par exemple si on est entrepreneur, d'être malade, de faire une pause, d'avoir des horaires plus flexibles, de faire face à une urgence médicale, de partir à la retraite quand on le souhaite et pas quand on peut. Donc toutes ces choses-là, c'est une liberté, une expression de la liberté qui peut se produire quand on a suffisamment d'argent de côté. Donc on sera plus heureux si on garde la maîtrise de son temps que si on a une vie plus luxueuse. Et donc une bonne manière de dépenser son argent, c'est en fait pas de le dépenser, mais plutôt de l'épargner, parce que ça nous rendra à long terme plus heureux que si on vit une vie de flambeur, mais qu'on vit aussi dans l'anxiété de tout perdre et qu'on perd aussi cette liberté, ce contrôle sur notre existence qu'on a de pouvoir tout arrêter du jour au lendemain si on en a envie. La 8e leçon, c'est que acheter pour impressionner, c'est une erreur. L'auteur nous explique qu'on achète des produits de luxe pour être admiré et respecté, mais qu'en général, ça marche presque jamais,
qu'en fait quand tu vois quelqu'un avec une belle voiture dans la rue, tu te dis pas waouh, qu'est-ce que je respecte cette personne, tu te dis waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une voiture comme ça. C'est plus ça en fait ce qu'on dit, on pense plus à nous et au regard que les autres portent sur nous, mais finalement si tu veux gagner le respect, l'admiration, la sympathie des gens, le meilleur moyen de le faire, c'est d'être un mec sympa ou une nana sympa, de t'intéresser aux gens, de faire preuve de bienveillance et d'être toi-même respectueux plutôt que de faire du show-off avec des grosses maisons, des grosses voitures et une Rolex au poignet. Ensuite, on a la 9e leçon qui va un peu plus loin et qui explique que la fortune, c'est ce qui ne se voit pas. Et on fait souvent une erreur, c'est qu'on pense que les gens qui ont une voiture de luxe sont riches. En réalité, souvent, c'est pas le cas du tout. Souvent, c'est simplement des gens qui mettent une très grosse proportion de leurs revenus dans leur voiture. Et donc, l'auteur dit une phrase qui m'a marqué, il dit « Votre fortune, c'est tout ce que vous n'achetez pas. » Parce que forcément, par définition, la grosse voiture, c'est pas de la fortune que la personne a, c'est de la fortune que la personne a dépensée, donc de la fortune que la personne n'a plus. L'auteur dit, je cite, « Le monde est rempli d'individus fortunés qui gardent une apparence modeste et de personnes qui ont l'air riches tout en vivant constamment au bord de la faillite. Ne l'oubliez pas lorsque vous portez un jugement hâtif sur la réussite des autres et que vous vous fixez des objectifs. » 10e leçon, l'épargne est contrôlable. Le fait de gagner de l'argent ne dépend pas entièrement de nous, c'est quelque chose qui est incertain. Par contre, le fait d'épargner cet argent et donc de baisser finalement son niveau de vie, de vivre plus sobrement, ça c'est totalement contrôlable. Donc c'est quelque chose pour le coup sur lequel on a du contrôle. Puisqu'on a du contrôle dessus, on peut le faire et ça nous apporte de la sérénité. L'auteur a une vision qui est intéressante là-dessus. Il explique que le fait de se contenter de moins augmente la valeur de l'argent. En gros, si tu as moins besoin d'avoir un niveau de vie fastueux, en fait l'argent a tout à coup plus de valeur pour toi. Il dit, je cite, « Certains investisseurs professionnels triment 80 heures par semaine pour améliorer leur rendement d'un 10e de point de pourcentage, alors qu'ils pourraient réduire leur train de vie de 2 ou 3% en se fatiguant infiniment moins. On dépense de l'argent pour se sentir important et respecté, mais au final, tout le monde s'en fout. Les économies naissent du fait de dépenser moins. Vous pouvez dépenser moins en désirant moins et vous désirerez moins si vous vous préoccupez moins de ce que les autres pensent de vous. La 11e leçon, c'est que épargner, c'est acheter de la flexibilité. Il ne faut pas seulement épargner pour un projet, mais il faut juste épargner pour épargner. En fait, l'épargne, c'est du temps qu'on s'offre pour le futur. C'est de la liberté. Et c'est aussi de la flexibilité, puisque c'est ce qui nous permet de ne plus avoir à courir dans la rat race, c'est ce qui nous permet de ralentir la cadence, c'est ce qui nous permet aussi de faire du changement sans que ce soit problématique pour nos revenus. Donc l'auteur dit, je cite, « Nul besoin de gagner un salaire de médecin pour acquérir un minimum d'indépendance. La clé, c'est d'apprendre à dompter ses attentes et à vivre en dessous de ses moyens. Quel que soit votre revenu, votre indépendance repose avant tout sur votre taux d'épargne. » La 12e leçon, je la trouve fascinante, c'est que être raisonnable vaut mieux qu'être rationnel en termes de finances. Et ça, je pense que vraiment, ça casse une idée reçue qu'énormément de gens ont. Parfois, je discute avec des amis, par exemple, qui ont des placements, des idées d'investissement, etc., où ils ont vraiment potassé le truc, ils sont rationnels, ils ont une rationalité froide dessus, et donc ils pensent que ça va marcher. Mais en réalité, la rationalité froide, elle a un problème, c'est qu'elle ne tient pas compte de nos émotions. Et donc l'auteur nous dit, mieux vaut un portefeuille moins rentable, mais plus facile à tenir sur le long terme. En gros, ça peut paraître être un mauvais conseil financier, mais acheter les actions que l'on aime, c'est pas forcément une mauvaise idée. Même si c'est pas forcément les actions, même si on n'a pas tout étudié, que c'est pas forcément les actions qui vont avoir le meilleur potentiel sur le futur, si on l'aime, ça a une valeur parce que on a un attachement émotionnel à ces actions et donc il y a plus de chances de les garder dans le temps et donc de faire jouer l'effet multiplicateur. Pareil pour les stratégies. Il vaut mieux suivre les stratégies qui nous plaisent plutôt que de suivre la meilleure stratégie si elle nous plaît pas, parce qu'on a plus de chances de suivre la stratégie qui nous plaît. Le fait de faire ce qu'on aime, finalement, c'est ce qui nous donne aussi de l'endurance. Donc, faites ce que vous aimez. Et ça, c'est un truc qui s'applique à tellement de domaines dans la vie. Moi, c'est ce que je répète depuis des années par rapport au business en ligne, par exemple. Oui, évidemment qu'il y a des stratégies qui marchent mieux, qui permettent de faire plus d'argent, qui permettent de faire des meilleurs lancements. Mais si ça doit te dégoûter de ton métier, si tu détestes faire ça, ça n'a pas de sens de le faire. Parce que oui, la première fois que tu vas le faire, tu vas faire rentrer beaucoup d'argent. La deuxième fois, peut-être aussi. Mais la troisième fois, est-ce qu'il y en aura vraiment une? Est-ce que la quatrième fois, tu n'en auras pas ras-le-bol? Est-ce que tu vas pas finir par te dégoûter de ton boulot, par tout arrêter? Vraiment, la clé, c'est de faire pas forcément le truc qui marche le mieux, mais de faire un truc qu'on aime bien en fait et qu'on se voit tenir longtemps. Parce que c'est le fait de le tenir longtemps qui va faire un succès finalement, beaucoup plus que le rendement à court terme des stratégies.
Et ben c'est la même chose dans la finance, c'est la même chose dans le business et c'est probablement la même chose dans la vie en général. La 13e leçon, c'est que les événements futurs extrêmes seront inédits et impossibles à prévoir. L'auteur dit: le bon enseignement à tirer des surprises, c'est que le monde est surprenant. Les surprises du passé devraient nous servir non pas à dessiner l'horizon des possibles futurs, mais à admettre que nous n'avons absolument aucune idée de ce qui nous attend. À chaque fois qu'on a une grosse crise, à chaque fois qu'on a même, je sais pas, prenons la pandémie, vraiment des crises planétaires, la plupart du temps, c'était quasiment impossible de les prévoir parce que c'était inédit, c'était nouveau. Et une fois qu'on les a eus, ça a créé un nouveau paradigme et on a commencé à vivre selon ce nouveau paradigme jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle crise et à nouveau un nouveau paradigme. Et donc c'est important d'être capable d'admettre que les plans qu'on a aujourd'hui, ils peuvent voler en éclats à n'importe quel moment à cause d'un événement surprenant qu'on n'a pas pu prévoir par définition, qui nous tombe dessus. Et donc on en arrive à la 14e leçon qui est l'importance fondamentale de la marge d'erreur et le biais d'optimisme. Une des clés du succès par exemple de Bill Gates ou de Warren Buffett, c'est qu'ils mettaient un point d'honneur à garder suffisamment de liquidité en banque au cas où il y a un problème, au cas où il ne génère aucune recette pour qu'il puisse tenir pendant plusieurs années. Ça s'appelle la marge d'erreur et ça s'applique aussi à nos finances personnelles. Le fait d'avoir suffisamment d'argent de côté, ça te donne une marge d'erreur qui te permet, en cas d'événements inattendus, de surprise, de pouvoir survivre pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années. Morgan nous dit: la marge d'erreur a un cousin germain que j'appelle le biais d'optimisme dans la prise de risque. On pourrait aussi parler du syndrome « statistiquement, la roulette russe est une bonne option ». Cela consiste à se cramponner coûte que coûte aux probabilités favorables alors que l'échec est inacceptable. Donc par exemple, tu joues à la roulette russe et tu dis « statistiquement, j'ai plus de chances de gagner que je perde, donc ça vaut le coup de jouer ». Mais en réalité, ça vaut évidemment pas le coup de jouer parce que les pertes en fait sont inacceptables. Comme l'écrit Nassim Taleb, vous pouvez adorer prendre des risques et en même temps détester l'idée de tout perdre et vous aurez raison. Donc le principe, c'est d'être capable de prendre des risques pour réussir, mais toujours un risque mesuré. Pas un risque qui est capable de provoquer votre ruine. Un risque qui peut te ruiner ne vaut jamais la peine d'être pris. Il donne un exemple très pratique, c'est ne jamais par exemple utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, c'est un outil qui est proposé par les services de courtage en ligne. Si tu veux investir en bourse, tu peux utiliser un outil qui va te dire ok, on te prête de l'argent pour investir encore plus. Et à cause de l'effet de levier, on peut perdre plus que sa mise de départ et donc on peut se retrouver à avoir tout perdu et à finalement sortir du jeu, ne plus pouvoir jouer. Et ça, en fait, quand on veut jouer encore une fois sur le long terme, on peut pas se permettre de prendre des risques qui peuvent nous faire sortir du jeu parce qu'après, c'est foutu quoi, on pourra pas revenir dedans. L'auteur nous dit: toutefois, il existe un moyen de se prémunir contre les ravages que de tels risques sont susceptibles d'entraîner. Prendre garde au point unique de défaillance. Une règle de base dont la validité se vérifie souvent est que tout ce qui peut se briser ou tomber en panne finira par le faire. Par conséquent, quand un grand nombre de choses dépendent d'une seule et que celle-ci casse, la catastrophe n'est pas loin. Voici la définition du point unique de défaillance. Par exemple, dans mon business, le point unique de défaillance, c'est moi. Voilà. Si demain je suis malade, je peux plus créer de contenu, ou si demain je fais une dépression, je suis plus capable de créer, c'est terminé. C'est pour ça que ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de compter justement sur l'épargne, de mettre de l'argent de côté, d'avoir des investissements qui peuvent me permettre et permettre à mes proches de continuer à survivre si mon business disparaît. Par exemple, les avions sont dotés de dispositifs de secours, ça j'étais pas au courant, qui doublent tous les systèmes d'une importance vitale. C'est pour ça qu'on dit qu'un avion peut continuer à voler avec un réacteur, ça a été pensé en fait pour ça. On double tout ce qui peut tomber en panne pour être sûr de limiter les risques au maximum. Donc l'auteur le répète, la solution c'est d'épargner sans objectif spécifique pour des choses qu'on ne peut ni prévoir ni même comprendre pour l'instant. La 5e leçon, ça aussi elle est vraiment intéressante, c'est que on change avec le temps. On change avec le temps et on a tendance à sous-estimer le fait qu'on change, et ça porte un nom, ça a été étudié par les psychologues, ça s'appelle l'illusion de la fin de l'histoire. Les psychologues parlent d'illusion de la fin de l'histoire pour définir la tendance qu'ont les individus, si conscients qu'ils soient d'avoir beaucoup changé par le passé, à sous-estimer combien leur personnalité, leurs désirs et leurs objectifs peuvent encore évoluer. C'est ce qu'explique le professeur Daniel Gilbert, et je vais te le citer tout de suite. À chaque étape de notre existence, nous prenons des décisions qui auront une influence profonde sur la vie de la personne que nous allons devenir. Et une fois que nous sommes devenus ces personnes, nous ne nous félicitons pas d'avoir toujours pris ces décisions. C'est ainsi que de jeunes adultes dépensent beaucoup d'argent pour se faire enlever des tatouages, dont la réalisation leur avait coûté très cher quand ils étaient adolescents. Que des individus d'âge moyen se précipitent pour divorcer d'un conjoint qu'ils s'étaient précipités pour épouser quand ils étaient plus jeunes. Que des personnes d'âge mûr se donnent du mal pour perdre ce qu'elles s'étaient donné tant de mal à gagner quelques décennies plus tôt, et ainsi de suite. Donc, pour résumer, on ne peut pas savoir ce qu'on va penser dans 10 ans.
Et pourtant, on pense qu'on va le savoir parce qu'on vit dans cette illusion de la fin de l'histoire, on a l'impression d'avoir un peu trouvé tous les cheat codes, et on a l'impression d'être arrivé un peu à la fin et se dire ok, mon moi maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je veux, c'est terminé quoi. Je pense que ce que je veux maintenant, c'est ce que je voudrais toujours. Et en fait, non, ça change, il faut être capable de comprendre que ça va changer. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé avec les années. Au début, je me souviens, dans mon business, dès que j'avais une nouvelle lubie, bah, ça prenait toute la place en fait. Je me disais, ok, maintenant, je vais faire que des vidéos YouTube, je vais faire des vidéos tous les jours, pendant le restant de mes jours, et je faisais une grande annonce et je faisais des vidéos tous les jours. Et puis je tenais 6 mois, 1 an, et puis au bout d'un an, je disais, non, mais en fait, ce que je vais faire, c'est des podcasts. Ok, maintenant, mon truc, c'est les podcasts, je vais faire des podcasts tous les jours. Et je faisais une grande annonce en disant aux gens, maintenant, je vais faire des podcasts, je suis un podcasteur. Et ensuite, c'était les emails, et ensuite, c'était Instagram, et ensuite, c'est le retour sur YouTube. Et finalement, j'ai compris au bout d'un moment que en fait ce que j'aimais c'était juste changer de temps en temps. J'avais pas envie de faire le même format pendant des années d'affilée, et donc maintenant je dis plus bon bah maintenant j'arrête tout, je fais plus du tout ça et je fais plus que ça, bah je dis simplement en ce moment je fais ça, voilà, parce que j'ai envie de faire ça et puis peut-être plus tard je ferai autre chose. Donc c'est important de le concevoir et d'en avoir conscience. 2 choses à retenir quand on prend des décisions financières. La première, c'est d'éviter les extrêmes. Les décisions radicales finissent par peser trop lourd, donc il faut laisser son projet des années pour se développer. Le secret, encore une fois, c'est la longévité. La deuxième chose, c'est d'accepter l'idée qu'on va probablement changer d'avis. Donc ne pas fonder ses décisions sur des coûts irrécupérables. Ne pas s'enfermer dans un carcan qui a été construit par son moi du passé. Donc faire en sorte que les décisions qu'on prenne, elles soient réversibles. La 6e leçon, c'est le coût de l'investissement. L'auteur nous explique que investir, ça a un coût. Ça a un coût qui est bien réel et pas seulement un coût financier. Et en fait, ce coût, c'est le coût mental de la fluctuation du marché. Donc en effet, la bourse, c'est un moyen incroyable de s'enrichir et beaucoup de gens se sont vraiment énormément enrichis grâce à la bourse, mais c'est au prix de périodes qui ont été très difficiles et dans lesquelles ils ont dû serrer les fesses. L'auteur nous montre un graphique qui est assez terrifiant, dans lequel toutes les zones en grise montrent en fait des moments où les gens ont perdu de l'argent s'ils avaient commencé à investir au début de la zone en grise. Donc par exemple, on voit que si tu avais commencé à investir en 1968, bah en 1985, tu es toujours à perte. Donc ça fait presque 20 ans à perte. Est-ce qu'on est capable en tant qu'investisseur de supporter, de continuer à investir, continuer à mettre de l'argent dans un système qui ne rapporte pas un centime pendant 20 ans? C'est ça le coût de l'investissement. Et donc cet investissement, il faut avoir conscience de son coût et il faut être prêt à en payer le prix, c'est-à-dire ne pas chercher de raccourcis. Les gens sont prêts à payer 100 $ pour aller à Disneyland, ils considèrent que ça en vaut le prix. Il faut être conscient que si tu veux investir sur les marchés, ça a un prix aussi, il faut être capable de le payer. La volatilité du marché, c'est pas une sanction, c'est simplement les frais, c'est simplement le coût de l'investissement. Gagner de l'argent en bourse n'est pas et ne sera jamais gratuit, et de la même manière, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui préféreront un modèle qui est moins volatile, qui est plus sécurisant pour eux et qui est aussi forcément moins rentable. La 17e leçon, c'est de ne pas imiter les gens qui jouent à un jeu financier différent du nôtre. L'auteur dit: les bulles ne se forment pas parce que des individus s'engagent de façon irrationnelle dans des investissements de long terme, elles se forment parce que des individus agissent selon une logique relativement rationnelle et se tournent vers les échanges de court terme pour profiter d'un élan ascendant qui s'auto-entretient. Alors si t'as rien compris, lis le bouquin parce qu'il t'explique tout et c'est un peu technique, j'avais pas envie de rentrer dans les détails. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que le jeu des investisseurs long terme n'est pas le même que le jeu des investisseurs court terme. Et donc les gens qui ont créé des bulles, c'est des gens qui arrivaient à gagner de l'argent à court terme avec leur stratégie et qui simplement répétaient la stratégie toujours. Le problème, c'est que si toi, tu es là pour t'enrichir sur le long terme, pour être investisseur long terme, et que tu commences à imiter ces petits investisseurs qui jouent à un jeu différent du tien, en fait, tu prends le risque de tout perdre. Et on l'a dit, c'est un risque qui ne vaut jamais la peine d'être pris. La 18e leçon, c'est l'attraction du pessimisme. Un discours optimiste vous donne l'impression d'entendre un argumentaire de vente. Un discours pessimiste vous donne l'impression de quelqu'un qui cherche à vous aider. Là, c'est l'auteur qui le dit. Mais en gros, il nous explique que les gens qui ont un discours très pessimiste sont davantage écoutés que les gens qui ont un discours plus optimiste ou plus rationnel. Il explique que parfois, les apparences sont trompeuses. Par exemple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Japon qui avait perdu était complètement lessivé économiquement et industriellement. En 1946, il y a eu un hiver particulièrement rigoureux, le pays a traversé une terrible famine, les rations alimentaires quotidiennes duraient être limitées à 800 calories par personne. Imagine qu'à l'époque, un universitaire japonais ait publié ces lignes:
Haut les cœurs, chers compatriotes, de notre vivant, notre économie va devenir près de 15 fois plus puissante qu'elle ne l'était avant la défaite, notre espérance de vie va quasiment doubler, nos marchés financiers vont produire des rendements rarement atteints dans l'histoire, notre taux de chômage va rester inférieur à 6% pendant plus de 40 années consécutives, nous allons devenir un leader mondial dans l'innovation électronique et le management d'entreprise, nous serons bientôt tellement riches que nous pourrons acheter quelques-uns des biens immobiliers les plus prisés des États-Unis. Oh, et à ce propos, l'Amérique sera l'un de nos principaux alliés et cherchera à nous copier nos stratégies économiques. Bon je pense que c'est facile de deviner la réaction. On lui aurait tout simplement ri au nez, personne ne l'aurait pris au sérieux, et pourtant, cette description correspond mot pour mot à ce qu'a connu le Japon dans la génération d'après-guerre. Donc il faut comprendre ce biais, c'est qu'un discours pessimiste paraîtra toujours plus intelligent et plausible qu'un discours optimiste. On est en France, on sait qu'en France, les discours pessimistes, ça marche très très bien. On en entend tous les jours. Tu vas dans une librairie, la moitié des bouquins qui parlent de politique ou de société sont en train de t'expliquer que c'est la fin de notre civilisation et que la France est en train de s'effondrer. Donc je pense que ce message, il peut particulièrement faire écho en nous. La deuxième chose, c'est que les pessimistes extrapolent souvent les tendances du moment sans tenir compte de la faculté d'adaptation des marchés. Donc souvent, les pessimistes vont regarder une tendance qui est en cours et vont s'imaginer qu'elle va continuer à l'infini. Moi, j'appelle ça le biais de la courbe infinie et c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Alors qu'en fait, souvent, les courbes se stabilisent, parfois même, elles finissent par redescendre parce que les marchés s'adaptent, parce qu'on est capable de s'adapter. Et voilà, ils parlent des marchés financiers, mais ça s'applique aussi à notre vie personnelle, à notre travail, à plein d'autres domaines. Troisième facteur, alors que les progrès sont trop lents pour être visibles, les revers sont trop brusques pour être ignorés. Donc ce que l'auteur explique, c'est que finalement le progrès, c'est jamais un coup d'éclat. Jamais on se dit waouh, c'est génial, tout va mieux d'un coup, il s'est passé cet événement. En fait, c'est des choses qui se font sur les années, donc c'est plutôt invisible. Par contre, une catastrophe, là c'est extrêmement visible parce que ça va être très rapide. Une croissance économique se fait généralement plus lentement qu'un crash boursier. La croissance repose sur l'accumulation, laquelle prend toujours du temps. La destruction, elle, et là je cite l'auteur, s'explique par des points uniques de défaillance qui n'ont besoin que d'une poignée de secondes pour se déclarer et par une perte de confiance qui peut être tout aussi instantanée. Il nous donne un exemple de progrès trop lent pour être visible, c'est les progrès de la médecine qui a fait des progrès inimaginables sur les 50 dernières années, mais finalement on n'en parle pas tellement dans les journaux parce que ça se fait lentement tout simplement. La 19e leçon, c'est la puissance des histoires. Plus vous désirez qu'une chose soit vraie, plus vous êtes susceptible de croire dans un récit qui surestime la probabilité qu'elle le soit. L'auteur explique par exemple que pendant la peste noire, il y a eu une prolifération de charlatans qui vendaient des pilules magiques ou tout un tas de petits objets qui marchaient absolument pas, pour éviter de choper la peste. Bon, ça a tué un quart de la population londonienne en l'espace de 18 mois, et en fait dans une situation comme ça, les gens sont prêts à croire n'importe quoi quand un tel poids pèse dans la balance. L'auteur nous dit aussi qu'on a tous une vision qui est partielle du monde, mais on se forge un récit total pour combler les trous parce que notre cerveau n'est pas à l'aise avec l'absence d'informations. On a besoin d'avoir un récit qui est logique, qui est cohérent, et donc pareil, on va être prêt à croire des choses qui ne sont pas forcément vraies pour compléter ce récit. Et il prend l'exemple des prévisions boursières. Il explique que les prévisions boursières, c'est un exercice dans lequel on est désespérément nul. On se trompe plus souvent qu'on a raison et il vaut mieux faire confiance statistiquement au hasard plutôt qu'essayer de prédire. Et pourtant, il y a une économie entière basée sur les prévisions boursières. Il y a des chaînes de télé qui font que ça, il y a des journaux qui font que ça, il y a des sites internet qui font que ça, il y a des chaînes YouTube qui font que ça. Et donc le professeur en psychologie Philippe Tetlock explique ça en disant « Nous avons besoin de croire que nous vivons dans un monde prévisible et contrôlable, donc nous nous tournons vers des personnes apparemment expertes qui promettent de satisfaire ce besoin. » Et enfin, la dernière leçon, l'auteur nous parle de ses choix personnels et il nous explique pourquoi il a fait ça. Par exemple, il nous explique qu'il a décidé avec sa femme d'acheter sa maison sans contracter de prêt. Que de base ça paraît être un choix financier totalement absurde, mais que c'est selon lui la meilleure chose qu'il ait faite avec son argent. Pourtant, à l'époque de l'achat, les taux d'intérêt immobilier étaient ridiculement bas, et dans un tel contexte, en fait n'importe quel conseiller financier lui aurait recommandé de profiter de cet argent bon marché pour investir l'épargne supplémentaire générée dans des placements plus lucratifs et de faire un prêt pour sa maison. Sauf que l'auteur nous rappelle que son intention c'est pas d'être froidement rationnel, mais c'est d'être psychologiquement raisonnable, et donc il explique que avoir la pleine propriété de sa maison lui procure un sentiment d'indépendance qui lui est tout simplement plus précieux que le profit financier qu'il aurait réalisé s'il avait fait un prêt. Le fait de ne pas avoir de mensualité à payer le comble davantage que de maximiser la valeur de long terme de son capital. Il se sent indépendant
et c'est pour ça qu'il a pris cette décision. J'aime bien cette idée-là parce que je trouve que ça résume vraiment toute l'idée du bouquin, qui est que l'argent, c'est pas juste des calculs, l'argent, c'est avant tout une question de psychologie et surtout, c'est un outil au service de notre bonheur, de notre liberté, de notre tranquillité. Et donc, s'il faut se mettre dans une situation où on vit dans le stress, où on court après les revenus, où on est dépendant de chaque salaire qui tombe, où on vit une vie de luxe mais qui nous stresse et où on prend des décisions qui viennent complexifier notre vie, bah même si on est plus riche à la fin, est-ce que ça nous a rendu service ? En fait, pas forcément. Donc moi, ça m'a fait réfléchir à ma propre façon de gérer mon argent, aux décisions financières que j'ai prises, et à justement me dire, arrête finalement d'écouter qu'est-ce qui est la meilleure stratégie financière, etc. Et écoute un peu plus toi, c'est-à-dire dans quel contexte est-ce que tu te sens tranquille, même si c'est pas la meilleure décision financière. Alors j'aurai, je pense, un mode de vie qui sera toujours différent de celui de l'auteur, qui a choisi de mener un mode de vie frugal, qui a investi simplement en ajoutant de l'argent régulièrement sur un fonds indiciel, donc j'imagine sur un ETF, et à ne pas toucher à cet argent pendant des dizaines d'années afin de laisser jouer les intérêts composés. Je pense qu'il a vraiment craqué le code de la sécurité financière et de la tranquillité financière. C'est pas forcément ce que tout le monde va avoir envie de faire. Il faut aussi être capable, je pense, de se faire plaisir avec son argent et d'acheter des choses qui vont vraiment nous apporter de la valeur au quotidien. Par exemple, ma maison de campagne, on pourrait penser que c'est pas la meilleure décision financière. En effet, il aurait mieux valu placer cet argent en bourse ou alors acheter un bien immobilier qui était optimisé pour la rentabilité. C'est pas le cas de cette maison, mais c'est un endroit dans lequel je peux profiter en fait dès aujourd'hui, qui m'apporte beaucoup de plaisir, où je vais régulièrement. C'est aussi un projet long terme, un projet familial. Et donc ce livre m'a permis aussi de comprendre que la vie tournait pas autour de l'argent et que ma vie tournait pas autour de l'argent. Et que même si l'argent était un outil central, bah, j'avais aussi envie de trouver une sorte d'équilibre entre le fait d'en gagner, le fait d'en avoir et le fait de profiter de ma jeunesse, profiter de la vie d'une manière qui me rend heureux. Je te rappelle que tu peux télécharger mes notes de lecture, donc avec tous les extraits que je t'ai cités, avec les différentes parties, avec les leçons que j'en ai tirées, de 19 pages, en cliquant sur le premier lien en description, comme ça tu pourras y revenir quand tu veux. Je te recommande chaudement de lire ce bouquin, c'est un bouquin qui se lit très facilement, il y a plein d'histoires, c'est vraiment agréable à lire, je me suis pas du tout ennuyé. Dis-moi en commentaire quel est ton rapport à l'argent, ça m'intéresse. Et nous, on se retrouve après-demain pour la prochaine.